Bonjour à tous. Nous allons donc commencer. Je vous rappelle un peu la règle du jeu. Une présentation durant une demi-heure de la part de nos trois intervenants. 45 minutes de débat entre nous quatre et un quart d'heure de discussion avec la salle. Leur discussion, c'est aussi bien des questions que des interventions, bien évidemment. Le thème de ce jour, c'est donc défricher le commerce en centre-ville, en cœur de ville. Bon, nous avons, semblerait-il, concurrence aujourd'hui avec le Conseil général des ponts qui traite un sujet similaire avec sa locomotive. Mais ça ne nous empêchera pas de la qualité de nos débats d'aujourd'hui. La loi Royer du 27 décembre 1973 a ambitionné de préserver le commerce de proximité en centre-ville. Rétrospectivement, cette première réglementation d'urbanisme commercial a en fait engendré tout sauf de l'urbain. Le zoning monofonctionnel, le désintérêt prolongé des élus et des aménageurs pour les entrées de ville, couplé au désamour des opérateurs et des grandes enseignes pour l'architecture, ont tout autant concouru, hélas, au désastre dont la France hérite aujourd'hui. Cœurs urbains désertés par le commerce, souvent paupérisés, parcs d'activités périphériques, aux allures de parking déshumanisés, cançonnés des friches commerciales, tout ceci est-il une fatalité ? À l'heure de la conquête du Grand Paris, du sursaut des métropoles et de la conscience de l'économie durable et du consumérisme éthique par la société, de nouvelles alternatives n'émergent-elles pas désormais? Avec quel succès à la clé? De combien de temps disposons-nous pour sauver nos cités, nos faubourgs, nos campagnes, voire notre planète? Cela mérite d'y réfléchir avec trois invités prestigieux. David Mangin, architecte urbaniste, cofondateur et gérant associé de Sera Architecte. Jean-Noël Carpentier, maire de Montigny-les-Cormeilles. Marc Dolger, architecte et cofondateur et directeur associé de l'agence d'architecture et de design global Outsign, qui est lauréat du trophée Vivre Ensemble 2017 de la CNCC. L'ivresse, je vous remercie tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. À l'ivresse religieuse des grandes villes, dont les grands magasins étaient pour Baudelaire les nouveaux temples, s'est plutôt transformé à ce jour en gueule de bois. Les cœurs de ville semblent avoir été mis en cellules de dégrisement commercial, tandis que les propos des opérateurs tiennent davantage parfois de la langue de bois. J'en veux pour exemple l'ensemble des échanges par presse interposés de cette semaine entre un député de La République En Marche qui appelle, Patrick Vignal, qui appelle à faire de la revitalisation des centres-villes une grande cause nationale en 2018, et qui appelle également à un moratoire sur le développement du commerce périphérique. Là-dessus, le délégué général de la CNCC lui a répondu qu'il réfutait ce dernier moratoire sous prétexte que le commerce de périphérie n'était pas le seul responsable et de préconiser le développement de zones commerciales prioritaires. Nicolas Hulot a bondé dans le sens du premier et commencé à parler d'une taxe béton pour préserver les terres agricoles de l'urbanisation. Et le gouvernement a déclaré qu'il préférait attendre pour mieux réfléchir. Il serait donc urgent, effectivement, d'attendre. Je n'empiète pas davantage et je passe la parole à David Mangin. Je rappelle qu'il est architecte urbaniste. Vous avez reçu le Grand Prix de l'urbanisme en 2008. Vous enseignez à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée et à l'École nationale des ponts et chaussées. Vous avez écrit ou co-dirigé un certain nombre d'ouvrages, dont Du Far West à la ville, l'urbanisme commercial en question. Vous avez la parole.
Ça marche? Oui. Merci. Bon, j'ai peu de temps, mais je vais parler rapidement et je vais montrer peut-être un peu trop d'images, mais pour arriver quand même à essayer d'expliquer un peu ce que j'essaie de faire depuis un certain nombre d'années sur cette question. Alors en fait, donc effectivement, comme vous venez de le dire, j'ai commis un premier livre qui s'appelle La ville franchisée, mais le vrai titre, c'est Formes et structures de la ville contemporaine. Mais ayant appelé ce livre La ville franchisée, depuis, je passe pour un grand spécialiste des McDonald's et des centres commerciaux. Donc, finalement, de fil en aiguille, je trouve que j'ai eu à traiter assez concrètement un certain nombre de sujets du commerce et des centres commerciaux. Et donc, à ce point que finalement, on a été lauréat d'un projet qui s'appelle les ateliers des territoires que montait le ministère il y a 3 ou 4 ans, qui est assez intéressant, qui consiste sur une thématique, à aller travailler avec les villes, les services des villes, les acteurs privés, etc. Donc vous êtes pendant 3 jours complètement immergés dans la ville, ce qui malheureusement n'est pas la pratique des architectes telle qu'elle est organisée en France via les concours. Et j'ai appris beaucoup de choses donc, sur 6 villes de tailles différentes, sur lesquelles il a fallu sortir des projets qui n'ont pas donné grand-chose, mais grand travail pédagogique. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense qu'un certain nombre de gens sur place ont appris beaucoup de choses, mais j'ai quand même pu vérifier ou trouver à nouveau les blocages d'un certain nombre de situations. Et puis, ce petit ouvrage que nous avons coédité, Jean-Noël Carpentier et moi, qui est la suite d'une expérience de transformation de la RD14, dont il va parler plus précisément tout à l'heure, et qui, c'est l'idée de Jean-Noël. Comme Jean-Noël n'avait pas peur de dire les choses assez franchement sur comment ça se passe, des négociations avec des grands opérateurs et Carrefour sur sa zone et tout le groupe Auchan et toutes ses filiales sur la RD14, et comment progressivement on essaie, en très bonne intelligence tous les deux en tout cas, de faire avancer ce sujet. Alors, et parallèlement, sur les centres-villes, effectivement, je ne crois pas qu'il faut trop suivre ce que dit la presse, parce que ça fait quand même 10 ans que moi je fais une revue de presse sur ces sujets-là. Je vois régulièrement que la grande révolution des centres commerciaux va arriver, elle est arrivée, et vous allez voir ce que vous allez voir l'année prochaine, et que le commerce numérique, il est déjà là, il est devant, etc. Donc je regarde tout ça avec intérêt, mais je vois, enfin, effectivement, il y a une accélération, c'est difficile de dire autrement, mais il y a une telle quand même pesanteur, organisation, système d'emploi, etc., que les choses sont légèrement plus compliquées. Ce qui est vrai, c'est qu'un accélérateur, c'est la situation des centres-villes qui vont mal, enfin un certain nombre, dans des situations... Il faut évidemment nuancer tout ça, on n'a pas le temps de le faire, mais effectivement, ça change la donne parce que il y a des gens, il y a des élus, qui n'en peuvent plus et qui ne savent vraiment plus et qui voient des villes se ruiner, réellement, quoi. Vous pouvez traverser des villes, tous les volets sont clos, donc au bout d'un moment, on se dit, mais on va où là? Donc je pense que ça change quand même la donne parce que il y a une espèce de réveil. Donc là, j'ai travaillé sur Civil, et puis on a invité Yves Dauge la semaine dernière pour discuter de tout ça. Alors, très rapidement, mais tout ça c'est dans le livre du Far West à la ville, où il y a plusieurs articles de gens qui ont travaillé avec nous. Donc moi j'étais parti d'abord de petites analyses, de comprendre comment ça marche, comment tout ça s'est développé progressivement. Donc ça c'est des schémas de la ville franchisée, c'est-à-dire comment on est passé du concept fondateur, tout sous un même toit, mais on dit toujours tout sous un même toit, il faut rajouter 2 choses, qu'en France, la nourriture fait partie du produit d'appel, et que le mot d'ordre no parking, no business, et plus particulièrement no parking visible, no business, reste absolument une obsession des opérateurs. Et donc c'est bien de le rappeler parce que c'est un de nos principaux problèmes d'évolution des centres commerciaux, ça reste cette question-là. Et après, le développement que chacun connaît. Alors, évidemment, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, c'est difficile de discuter des centres sans discuter de l'ensemble de l'appareil commercial et du système commercial, à la fois comment il s'est développé, jusqu'à l'e-commerce et ses prochains développements, mais aussi comment il a bougé. C'est-à-dire à un certain moment, les multiplex sont allés sur les centres commerciaux, puis il y a eu de la concurrence sur les parkings notamment, et puis comme ils pouvaient vivre leur vie tout seuls, ils se sont détachés. Donc tout ça, c'est une dynamique qui bouge et qu'on peut observer. Ça, c'est des schémas presque un peu vieux, je pourrais en refaire d'autres, qui expliquent ça. Donc il faut vraiment
regardez un peu comment tout ça bouge ensemble. Au passage, quand même, ce dont je me suis aperçu quand j'ai fait la tournée des civils, avec les maires, tous les maires tout le temps, c'est que moi, je croyais un peu naïvement qu'il suffisait d'avoir un maire élu directement dans une intercommunalité pour que les choses s'arrangent. Et quand je voyais les discussions sur les marchands de tapis, enfin à l'heure du déjeuner, hein, pas forcément en séance, de marchands de tapis à l'échelle d'une ville, je me dis ça va pas suffire, quoi. donc voilà. Alors, de là, je me suis fait une petite Bible qui m'aide aussi quand je fais des cours pour les étudiants. Je les lis très rapidement. La question de commerce se réduirait aux zones commerciales d'entrée de ville. Ça, c'est l'espèce de leitmotiv habituel. Et d'ailleurs, et qui a comme point 2 en conséquence, c'est qu'une affaire d'esthétique. En général, c'est comme ça qu'on se débarrasse du truc. On va formater les panneaux 3x4, on va les aligner, et puis le problème est réglé. Chose très sérieuse, et là on met du temps à le comprendre quand on vient du milieu de l'architecture et urbanisme, c'est les échanges commerciaux qui sont le principal moteur de tout ça. Non, on s'aperçoit très vite que c'est une grosse question immobilière. Le mur, le foncier, etc. Donc évidemment, ça nous intéresse au premier plan, mais ce n'est pas uniquement la question du chiffre d'affaires, du nombre de saucisses qu'on a vendues dans l'année. C'est une économie, à la fois pour les petits comme pour les grands, très financiarisée ou très patrimonialisée. Et conséquence, elle serait facilement mutable. Évidemment, c'est la première impression que vous avez, c'est des boîtes, et des boîtes qui valent 3 francs 3 sous, on les démolit puis on fait autre chose. Ben non, c'est ça l'économie spéculative, c'est que vous avez un mode de calcul de la rentabilité des surfaces. C'est des grandes surfaces, c'est un très bon nom, c'est ça. Ces grandes surfaces, vous avez un mode de calcul qui n'est pas du tout dans lequel la construction ne coûte rien. La croissance serait sans borne, ça je renvoie à ce que dit aux nombreux exposés publics de Pascal Madry. L'emploi justifierait tout. C'est évidemment un des gros points, c'est-à-dire la façon dont on calcule l'emploi. C'est le grand reproche qui est fait et qui est de plus en plus fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on détruit, qu'est-ce qu'on crée et qu'est-ce qu'on crée, combien de temps ça va durer. La logistique serait la source majeure des déplacements. Ça, c'est un point très, très important. J'y reviendrai peut-être si on parle. Je crois que vous avez évoqué la question du Grand Paris. Je pense par exemple le motif de déplacement dans les grandes surfaces commerciales dans une mégapole comme Paris est absolument considérable. Et c'est le grand absent. Là, ils vont sortir des projets de métropole. Je l'ai vu en travaillant pour la IGP pendant 8 ans. J'ai essayé de parler d'Europa City à la fin. Ils n'étaient pas beaucoup à vouloir mettre la discussion sur le tapis. Et si vous regardez les chiffres de déplacement en bagnole dans les hyper de la région parisienne, c'est absolument considérable comme consommation de CO2 rapportée. Le transport en commun ne serait pas apporté au Cadiz. Ça, c'est aussi une espèce... C'est une chose qu'on a beaucoup entendu jusqu'à il y a 5-6 ans. C'est-à-dire on ne veut pas du tramway, ça amène la racaille et on ne met pas les caddies dans les tramways. Or, il a suffi, c'est pour ça que ça me rassure beaucoup l'exemple du tramway, parce qu'il a suffi que quelques opérateurs acceptent, à coup de chantage de grand-mère, de dire le tramway passera chez vous, sinon je ne vous laisserai pas ouvrir tel nombre de mètres carrés de surface. Et qu'ils aient fait un très beau chiffre avec des gens qui allaient plus souvent avec des petits achats, etc., et qui ont été fidélisés par le tramway, pour que tout le monde veuille le tramway. À tel point que j'ai un collègue italien, Bernardo Secchi, là, qui est mort il y a 2 ans. Il avait travaillé sur la ville de Montpellier et il me racontait que les gars du commerce voulaient que le tramway passe chez eux. Il appelait ça le tramway ivre, parce que le tracé du tramway, finalement, ils faisaient ça pour aller sur les parkings des gars. Donc les aires commerciales seraient des places publiques d'aujourd'hui. Ça, c'est un problème évidemment très important aussi dans les problèmes de mutation des centres commerciaux, parce que un parking de centre commercial, moi je ne demande pas mieux que les parkings commerciaux deviennent des places publiques. C'est d'ailleurs un de mes gros sujets. Encore faut-il accepter de reformater le parking et que le statut juridique de l'aire devienne une place. Là, j'ai fait un interview à France Inter l'autre jour sur les Halles. Ils avaient fait un radio-trottoir qui n'avait pas grand intérêt, je veux dire, mais la jeune journaliste a commencé son truc en disant j'ai voulu faire le radio-trottoir dans le forum au niveau -3 et j'ai été viré par les vigiles. Bon, je connais très bien le sujet.
on a déclassé et laissé à Unibail une partie des surfaces pour qu'ils puissent transformer le centre commercial, et c'est très bien, parce qu'ils demandaient des autorisations pendant 10 ans pour déplacer un chiotte dans des endroits comme ceux-là. Mais le mail, il est public, donc ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc la fille, elle n'a pas pu, elle a sorti un trottoir sur le jardin, elle l'a fait, en bas, elle n'a pas pu le faire. Donc on voit bien, elle distribuerait un tract, ce serait encore pire. Donc les airs, voilà, et puis dernier, il y aurait, bon, fatalité certaine la pérennité du modèle, on en reparlera. Voilà, bon, je vais avancer parce que ce que je voudrais vous montrer, c'est peut-être, moi, ma spécialité, c'est d'essayer de trouver spatialement des améliorations. Alors je vais montrer prioritairement, à mon avis, une chose déjà très importante. On va parler des centres-villes, mais moi je vais montrer plutôt sur comment on peut essayer de transformer des très grandes zones commerciales en autre chose, dont une partie d'ailleurs effectivement dépérit, ou va dépérir. Ça c'est, donc je vais en montrer deux. Une qui est dans le sud de Metz et l'autre qui est Rosny 2, que vous connaissez sans doute. Donc voilà la situation d'Actisud. C'est une gigantesque zone commerciale. Alors je vais assez vite. Ça c'est la situation. Donc on fait des petites maquettes d'études, ce qui était très bien parce qu'on met 60 personnes autour, on met les maires, on met les opérateurs et on fait joujou. Au début ils croient qu'on fait joujou, mais on ne fait pas si joujou que ça parce qu'ils savent très bien les conséquences de telle ou telle intervention. Donc ça c'est, dans cette grande zone, il y a deux terrains qui sont visés, l'un pour faire un gigantesque super décathlon avec les jeux, et l'autre, notre ami de la compagnie de Salzbourg qui venait de faire l'œuf d'Angers et quasiment faire le même modèle ici. Et on est arrivé évidemment un peu tard. Alors ça c'est assez intéressant, c'est des cartes qu'on a fait qui montrent évidemment l'extrême difficulté. Ils sont à cheval sur 4 communes, et chacun a des stratégies plus ou moins offensives, dynamiques, etc. pour le développement du centre commercial. Donc quand vous regardez la desserte routière, les 11 parcs qui en fait chacun appartiennent à 4 communes différentes à la croisée du système de la rocade et de la voie rapide, et le nombre de propriétaires, vous comprenez votre problème. Chaque propriétaire étant sur le modèle no parking, no business, visible. Donc c'est évident, ça donne ça. Et puis vous voyez arriver, comme vous le voyez de plus en plus maintenant, des très grands opérateurs, et qui sont sur des modèles très introvertis. Très introvertis. Donc j'ai passé 4 heures avec monsieur Journeau, voilà, dans ses beaux bureaux de la place Vendôme, un dialogue de sourds complet, très sympathique, mais un dialogue de sourds absolument complet, parce que j'essaie de lui dire, mais moi je vous prends votre truc, et on peut faire une chose qui va aider à restructurer l'ensemble de la zone, et vous pourrez d'ailleurs même être le moteur de la restructuration autour. Même chose pour Oxylane, il veut se réserver dans des enclaves de plus en plus fermées, puisqu'on voit même maintenant des grillages. Donc voilà ce que ça donne quand vous mettez le projet de Salzbourg ici. Et voilà l'ensemble de la zone telle qu'elle est. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand même sur la zone, il y a tellement de générations. C'est un vrai laboratoire, cette affaire. Pardon ? Oui. Et par exemple, vous avez des choses assez réussies qui est en bas, par exemple un parc avec une contre-allée, un truc assez classique, mais qui marche vachement bien. Il y a des terrasses, il y a des cafés, vous avez 4 activités, etc. Et vous avez quasiment la même surface. Voilà. Donc quand vous faites des choses comme ça, vous lui dites, mais on pourrait peut-être le faire comme ça. Voilà. C'était pas en réalité une alternative. On a fait d'autres alternatives que ça. Et donc, c'est pour ça que quand je disais au début, je me méfie des grandes annonces, on a trouvé de nouveaux modèles, etc., moi, je constate que les retail parks, les hypermarchés et l'OVNI de la compagnie de Salzbourg, c'est la même chose. C'est toujours un très grand parking dans lequel vous mettez un bâtiment, et puis vous tournez le dos à tout le reste. Et le problème, c'est de capter le mec à l'intérieur d'un environnement. Un environnement de rue de Western, un environnement d'OVNI, un environnement de je ne sais pas quoi, mais c'est évidemment le même calcul commercial de conditionnement d'un environnement. À l'hypermarché, c'est non seulement que ce soit commode pour se garer, d'accord, mais tout le monde a compris que maintenant, si on doit venir en voiture, on va trouver un système pour que les gens se garent. Il n'y a pas besoin de montrer à ce point-là. Mais l'idée, c'est bien de faire la boîte la plus opaque pour qu'à l'intérieur, vous soyez dans un certain monde. Voilà, alors rapidement sur ce projet-là, on a fait ce genre de choses-là.
on a essayé de dire on pourrait mettre non seulement faire arriver, alors on arrive à des situations kafkaïennes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transport en commun. Le week-end, il y a des tas de gens qui viennent de Metz centre, et le bus s'arrête le samedi et le dimanche. Vous dites pourquoi? Parce qu'il y a des embouteillages, monsieur. Voilà, les bras vous en tombent. C'est-à-dire le truc se mord la queue. Donc on a essayé de redécouper en entités ou de mutualiser des parkings. Par exemple, vous avez Boulanger et l'autre Darty. Voilà. Les types, ils sont à côté, ce qui est bien, c'est un effet de souk, c'est normal, c'est comme ça que ça marche le commerce. Mais ils ont chacun leur parking. Donc et il y a une voie rapide entre les deux. Donc quand vous allez comparer Darty et Boulanger, vous devez reprendre la voiture, refaire 100 mètres, vous regarez, et pour aller comparer l'un et l'autre. Donc quand vous essayez de faire des sous-groupes comme ça, en vous disant, écoutez les gars, c'est là que voilà, c'est des choses qu'on pense pouvoir faire, mais qui ne sont pas si simples. Donc l'idée, c'est comme ça de refaire un maillage pour rendre aux piétons, parce que les gens passent comme beaucoup d'heures sur ces surfaces. Ils ne veulent plus passer des heures aussi parce que c'est tellement galère. Donc c'est rendre un confort minimum aux piétons entre des zones qui, quand elles sont grandes comme ça, sont déjà des morceaux de ville, on pourrait dire, des quartiers, où il y a des cinémas, des machins, du loisir, etc. Donc voilà, on essaie de faire, je vais vite là-dessus. Voilà. Deuxième exemple, Rosny 2. Pour ceux qui connaissent, la 86, la 3, ce gigantesque plaque ici, vous avez Domus à gauche, la gigantesque plaque qui est ici. Et le centre commercial, c'est le porte-avions qui est au milieu du parking. Sur le porte-avions, il y a des avions, il y a des voitures. Donc l'ensemble là, voilà, et c'est une seule galette. Va arriver ici, alors voilà l'autre vue, va arriver ici une autre station de métro à l'entrée de Domus, le RER qui va avoir une ouverture ici, donc deux accès de transport en commun majeurs, mais qui sont dans le dos de l'actuel, plutôt dans le dos, quoique les galeries soient traversantes, du complexe ici. Alors, on cherchait, moi j'ai entendu ça pendant 10 ans, là, les 70 000 logements, on va trouver des terrains, où on va les faire, etc. Mais je leur dis, mais écoutez, là, vous pouvez faire 30 000 logements. Donc j'ai commencé à faire, au début j'avais une toute petite commande de Rosny, puis je me suis dit c'est pas possible de s'occuper que de ça. Donc je me suis auto-saisi, ce qui n'a pas du tout plu aux gens du Nibail qui gèrent le... Donc j'ai eu le droit à monsieur Duport, lobbyiste en chef du Nibail, pour me faire engueuler, mais je lui ai dit, écoutez, vous avez la M11 qui arrive là, vous avez tout ça qui est possiblement constructible, on reformate les parkings. Et donc j'ai fait l'équation assez simple. Et encore, je n'ai pas fait des propositions pour construire sur le centre commercial, ce que font les Hollandais ou ce que font très classiquement toute une série de pays européens. Et on peut, voilà, on fait un grand projet parisien autour d'un centre commercial qui fait une clientèle captive. Et donc le nombre de bagnoles qui viennent à Rosny 2 qui est absolument considérable. Et Rosny 2, c'est vraiment effectivement un centre. C'est-à-dire vous avez trois grands ensembles. Un Rosny Bois-Perrier, et puis l'autre, j'ai oublié, où c'est vraiment tous les jeunes de ces grands ensembles, ils n'ont que chose à faire, c'est aller dans la galerie du centre commercial, enfin, je caricature, mais c'est vraiment le centre de tout ça. Donc ça peut être beaucoup plus. Voilà, bon, je passe les détails. Donc à nouveau, on a fait nos petites maquettes pour montrer. Voilà, j'en ai terminé provisoirement, et j'étais un peu long. Alors donc, sur Montigny, juste je montre deux plans, puis je laisse la parole à Jean-Noël. Donc ça, c'est la RD 14, dans son état actuel, qui est devenu un grand strip commercial. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire muter cette RD 14, qui est une espèce de route au champ, puisque, je ne sais pas, tu as donné les chiffres l'autre jour. C'est encore une fois, c'est aussi un peu l'illusion. On croit qu'il y a un grand groupe. Mais derrière, il y a tout un enchaînement. Donc on a deux sujets sur ça, c'est la mutation de la RD 14 et la mutation de la plaque grise qui est en bas, qui est le carrefour historique de Montigny. Donc c'est toute notre aventure qui dure depuis 5 ans pour faire évoluer et l'un et l'autre, et l'un avec l'autre. Donc fabriquer une synergie en agissant et sur les déplacements, et sur les mutations foncières, et sur le carrefour lui-même. Merci. Merci.
Alors, Jean-Noël Carpentier, ça va être donc à vous. Je rappelle que vous êtes donc maire de Montigny-les-Cormeilles depuis 2009. Vous y avez succédé à Robert Rue. Et vous avez été député de la circonscription de 2012 à 2017. Et vous avez fait le choix de ne pas vous représenter comme député pour pouvoir entièrement vous consacrer à votre commune avec les enjeux que vous avez essayé de faire valoir. Oui, merci. Écoutez, je suis content d'être là avec vous. Alors effectivement, l'affaire des centres-villes, c'est un sujet à la mode qui dure maintenant, mais c'est un sujet réel. Je considère qu'effectivement, il y a un problème en France avec nos centres-villes. Hein, ça se dégrade et c'est fondamental d'avoir des centres-villes parce que les centres-villes, c'est quand même du lien social. Faire croire que le lien social va se faire dans les centres commerciaux, si beau soit-il, ou sur la toile avec Amazon et le one-click, one-livraison, non. Non, il faut des lieux de sociabilisation dans le pays, sur les places publiques, dans les commerces. Enfin, il y a quand même une grosse différence de faire un petit peu la queue dans son boulanger du coin pour acheter sa baguette que de faire une énorme queue dans un supermarché où on n'a pas tout à fait la même ambiance. Donc il y a une vraie question, moi je crois, de vie, de conception du vivre ensemble. On se plaint souvent de l'individualisme de notre société. Ben, moi je considère que les grands centres commerciaux, une partie des grands centres commerciaux contribuent à la mise en place de barrières dans le lien social, malgré tout ce qu'ils peuvent nous raconter sur « oh bah oui, mon anime ceci ». Non, c'est faux. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a réellement un problème dans les centres-villes, qui sont pour moi trois facteurs importants. Le premier, c'est d'abord dans beaucoup de villes, c'est le bâti ancien. Hein, dans les centres-villes, le bâti n'a pas été rénové. Hein, les habitations. Donc, conclusion, vous avez des logements sombres, de petite taille, vous n'avez pas d'ascenseur, difficile d'accès. Et donc, ça coûte très cher. Et en France, on n'a pas mis les sous qu'il fallait pour rénover ce bâti d'habitation. Donc, du coup, les classes moyennes se sont sauvées et ont été habitées dans les périphéries, dans des logements plus agréables. Donc, il y a je crois, une grande politique publique à mener sur la rénovation des bâtis anciens dans les centres-villes. C'est, à mon point de vue, fondamental si on veut faire revivre les centres-villes. Deuxième chose, c'est les bagnoles. Les bagnoles asphyxient totalement les centres-villes. Si vous voulez, une bagnole, ça fait 3 mètres ou 4 mètres de long. Si vous avez 2 ou 3 bagnoles par famille, bon, à un moment donné, c'est mathématique, il n'y a plus de place pour le reste, plus de place pour les piétons, plus de place pour le vélo, plus de place pour discuter sur l'espace public. Et puis, troisième grosse difficulté, ce sont les commerces de périphérie qui tuent le commerce local. Voilà, et donc qui créent le déficit de rencontres. Alors, toute cette situation, elle n'est pas valable partout en France, évidemment. Hein, la vie, c'est pas noir ou blanc. Mais dans plein de petites villes moyennes, c'est ça la réalité. Hein. Il ne faut pas tortiller, c'est comme ça. Et donc, moi, je suis d'accord avec les élus qui disent qu'il faut en faire une grande cause nationale. Voilà, pour toutes ces raisons. Alors, Montigny-les-Cormeilles, et je vais essayer de ne pas être trop long, c'est donc voilà, une petite ville de 22 000 habitants, dans le Val d'Oise, à 25 minutes de Paris, une ville classée en politique de la ville, avec une zone urbaine sensible. Donc voilà, une ville populaire dont je suis très fier et dont les richesses humaines sont formidables, mais avec des difficultés sociales, il faut bien le dire. Un village ancien, en hauteur, sur le mont, hein, où il y avait le centre-ville historique. Ensuite, vous avez vu la ville nouvelle qui s'est créée dans les années 60-70. Vous savez, l'hélicoptère du préfet Louvrier qui choisissait où on devait construire. Et bien voilà, c'est ça. Donc là, la ville est passée de à peine 7 000 habitants à 15 000 en à peine 5 ans, 5-6 ans. Ça a été un choc urbain
exceptionnellement puissant, comme on en a connu dans plein d'autres endroits. Évidemment, ce choc urbain a été mal préparé, puisqu'on a cherché à faire du profit un peu n'importe comment. Une SEM a été créée, qui a fait faillite, c'est devenu des logements sociaux, on s'est rattrapé comme c'était possible. Et puis, au bout du compte, eh bien, il n'y avait pas d'argent pour les espaces publics, pas d'argent pour les écoles, bref, une ville dortoir. Et la ville a mis 30 ans, et mon prédécesseur y a bien contribué, parce que c'est lui qui a battu le maire qui avait accepté une urbanisation aussi folle. La ville a mis 30 ans pour se relever de ce choc et pour se désendetter totalement. Mais évidemment, en même temps, comme il n'y avait pas de ressources, de recettes fiscales, qu'est-ce qu'il avait fallu faire? Et c'était à l'époque en France, et bien, on a développé le commerce, hein, les entrées de ville, les commerces, les boîtes à chaussures. Eh bien, c'est cette zone commerciale qui s'est créée à la fin des années 70, début des années 80, 90. Donc cette zone commerciale là, s'étend à Montigny, là il y a 1,5 km, hein, c'est le truc rouge, mais ça déborde sur deux autres communes pour faire un total de 5 km. De linéaire, un énorme barreau commercial. Eh bien, cette route commerciale, quand on relit les historiques, je relisais un peu les discours des anciens maires, etc., au moment d'inauguration de magasins, écoutez, c'était formidable. Ça faisait de l'emploi, ça faisait de la taxe. Les gens voulaient consommer. C'était le règne du tout bagnole. Ça correspondait à une époque. Ça correspondait à la France de ces années-là. Bon, j'accuse personne. On est en quelque sorte un peu tous coupables dans cette affaire. Mais aujourd'hui, il est temps de modifier ce truc. Donc, nous, en tous les cas, moi, ce que j'essaye de faire avec David, c'est d'essayer de modifier notamment ce grand barreau. Vous voyez, il traverse la commune. Hein. À 20 mètres, vous avez au bord de la commune la mairie, et vous avez qui longe ce barreau commercial. Vous avez donc près de 10 000 personnes qui y vivent. Donc voilà, sur Montigny, c'est rouge là, hein, c'est la ligne rouge. Voilà, et encore, je ne vous ai pas tout mis. je vous ai pas tout mis. C'est un truc de dingue, sur 5 km, 300 boîtes. 300 boîtes. On estime à 1 milliard à peu près le chiffre d'affaires. Donc, quand il y a 1 milliard de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a de l'homme derrière, il y a de l'humain, vous voyez. Donc on ne peut pas dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait David tout à l'heure, on ne peut pas dire pour rénover tout ça, on va faire un joli plan, on va balancer les bulldozers, et puis dans 2 ans c'est fini. Non, attendez, il y a la vie de centaines de personnes là-dedans. Il y a des emplois, il y a des investisseurs, il y a tout ça. Donc c'est long, c'est difficile, mais il y a beaucoup d'inertie. Parce que ces opérateurs-là, eux, ils sont installés dans des boîtes à chaussures qui ne coûtent rien. Mais ça tombe, la rentabilité est là. Et donc, eux, ils n'ont pas envie de bouger. L'intérêt général, pour le coup, il s'en moque un peu. Un directeur de magasin, il est là 3 ans. Le mec, il s'en fout de ce qui se passe à Montigny-les-Cormeilles. Il n'a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est de faire du chiffre pour pouvoir payer ses salariés. Le reste, il s'en tamponne. J'ai beau lui parler des petits arbres, des petits cucuis, de la pollution, il n'en a rien à faire. Hein, vous voyez, c'est 30 000 bagnoles qui passent. Alors, il pense bien que les 30 000 bagnoles ne vont pas s'arrêter chez lui. Mais vous savez, c'est comme les pêcheurs. Ils balancent le filet, et puis il y en aura bien qui vont arriver. C'est ça la logique. Bon, où est la qualité commerciale? Où est tout là-dedans? Il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est ce qui explique aussi tous les panneaux commerciaux, tous les trucs. Bon, c'est une vision du commerce que je crois est devenue obsolète. Donc 5 km de long comme ça, sur 300 enseignes. Et le tiers, j'estime, entre le quart et le tiers, appartient au groupe Muliez. Voilà. Hein, Noroto, Zodio, Leroy Merlin, Alinea un peu plus loin, Decathlon, j'en passe, Cultura, voilà, j'en passe et des meilleurs. Bref, quand même un groupe extrêmement présent que je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer. Voilà. Moi, on m'envoie le directeur de magasin qui est un chevalier, qui est un hussard du commerce tout route. Et donc, voilà. Donc, pour faire muter cette affaire, c'est extrêmement difficile. Bon. Et donc, pourquoi on veut le faire muter, nous? Parce que c'est ça qu'on a. Voilà. Ça, c'est à 30 mètres de la mairie. Hein. Il y a 7000 logements à côté, 2000 un peu de l'autre côté. Hein. Voilà, c'est ce machin. Voilà.
Voilà. Ah, et on voudrait ça. Ça, c'est David qui l'a dessiné. Bon, il y aura encore des trucs à améliorer, hein, mais bon, sinon, voilà ce qu'on voudrait. Mais on veut tout simplement modifier ça parce que, je vous le dis, c'est 30 000 bagnoles tous les jours. Donc c'est énormément de pollution pour les riverains. Je suis en train de faire des mesures de NOx, là, je ne sais pas trop quoi. Et donc c'est démontré. Et puis surtout, le week-end, mais il y a beaucoup plus de voitures que ça. Hein, le week-end, c'est carrément, voilà, vous imaginez 30 000 bagnoles jour. Eh bien, les gens ne peuvent plus avoir accès à l'autoroute le week-end. Les gens qui habitent à Montigny sont obligés d'aller dans une autre ville pour sortir de leur quartier ou de leur ville. Oui, à un moment donné, c'est plus possible parce que cette route, elle est devenue aussi un transit. C'est une route de transit parce que vous avez deux sorties d'autoroute. Vous avez ici qui a une autoroute qui passe là, donc les gens viennent de Paris, ils veulent aller à Ikea, ils vont là et puis ils repartent. Bon, sinon, ceux qui veulent aller là. Au Décathlon, Célio, etc. C'est le plus gros Décathlon d'Île-de-France. Bien, il pourrait faire ceci, vous voyez. Sauf qu'arriver à la patte d'Oie d'Herblay, c'est complètement saturé. La sortie n'est pas bonne, elle n'était pas prévue à l'époque. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'ils font? Ben, je l'ai fait, moi, à plusieurs reprises en voiture. Ils préfèrent traverser. Ici, ils vont mettre moins de temps. En quelque sorte, ici, c'est la voie annexe. Pour petit à petit, les gens s'y sont installés. Donc, depuis, pour réduire la circulation, ça fait des années qu'on réclame à ce qu'il y ait un désenclavement du carrefour là-bas et la création d'une bretelle d'autoroute ici. Mais quand j'ai proposé ça il y a quelques années, on me regardait comme un fou. Ça coûte trop cher. Mes collègues de l'intercommunalité me disaient mais t'es dingue, tu vas tuer la poule aux œufs d'or, les emplois, t'es fou, t'es pas responsable. J'avais tous mes opposants politiques dans la même agglo qui me sont tombés dessus. Je vous en passe les vertes et des... Et enfin, après 5 ans de bataille, de réflexion, peut-être de tentative de persuasion, eh bien, on a obtenu que ce carrefour de la patte d'Oie d'Herblay soit rénové. Il est dans le plan anti-bouchon de la région Île-de-France, de Pécresse. Donc c'est 12 millions d'euros d'investissement. Et j'ai enfin obtenu la création, le principe de la création d'une sortie d'une autoroute, d'une sortie de bretelle d'autoroute qui va sortir ici. Voilà. Et qui va aller directement dans le gros machin là, Décathlon et compagnie. Voilà. Et donc, on pense que ça va nous désengorger totalement, c'est même sûr, ça va nous désengorger totalement ce gros barreau commercial sur Montigny-les-Cormeilles. Donc, les boîtes à chaussures, du coup, sur cette partie-là, auront moins de clients potentiels. Eh bien, il y aura plusieurs possibilités. Hein. On n'est pas en URSS. Hein. Moi, je ne suis pas pour les call-causes et les soft-causes. Vous voyez, économie de marché. Donc, ils seront, ce que j'espère, rachetés par des opérateurs d'habitation. Hein, donc, s'ils le souhaitent. Et autrement, s'ils veulent déménager, on est en train de réfléchir avec les autres communes à un emplacement d'un centre commercial un peu plus en dehors des villes, puisque au-delà de Montigny, si vous voulez, vous êtes vraiment dans les périphéries des villes où il n'y a pas d'habitation. Donc, on est en train maintenant de bien d'avancer. Alors, ce principe est acté par les différents partenaires maintenant. Il va falloir le créer. Mais la difficulté que je tenais à pointer ici, c'est l'idée de la monofonction. C'est incroyable. Un promoteur de logement est incapable de discuter correctement avec un promoteur commercial. J'ai un mal fou à les faire se rencontrer, on en parlait tout à l'heure. Et pour moi, c'est essentiel, parce que j'ai modifié le PLU. Auparavant, le PLU, c'était uniquement une zone commerciale, monofonctionnelle. Moi, j'ai modifié le PLU en disant, vous avez le droit de construire 5 étages de logement, mais en pied d'immeuble, vous pouvez foutre du commerce, quoi, hein, pour avoir cette création de centre-ville. Mais c'est très dur, parce que les commerçants courts, eux, ne souhaitent pas lâcher la priorité, etc. Et notamment Carrefour.
ici avec qui on n'est pas en guerre, ça serait trop fort, mais en tous les cas en forte discussion, et discussion virile, parce que ils ne veulent rien bouger. Leur machin, il est là depuis plus de 40 ans, ils n'ont pas fait de grosses rénovations. Les seules rénovations qu'ils ont fait, c'est de balancer un énorme parking. Bon, on a donné l'autorisation il y a quelques années, mais Carrefour ne souhaite pas rénover. Pourtant, Carrefour, quand je suis devenu maire en 2009, faisait 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il fait maintenant 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a perdu 30%, le tiers. Mais il s'en moque. La boîte à chaussures, elle est largement rentabilisée. Et donc, leurs bénéfices, ils tombent aussi. Donc, on a là, vous voyez, une contradiction entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Donc, on discute avec Carrefour pour qu'ils engagent un projet de rénovation lourd, la création d'une place publique et compagnie. Mais voilà, c'est très difficile. Pour que vous sachiez, voilà, la ville, la mairie est dans... Bon, là, ils ont un peu grossi le truc, mais la mairie est dans ce coin-là. Voilà, et alors attendez, j'ai dépassé mon temps, et non, moi je crois que j'ai terminé. Voilà. Bon, comme vous vous rendez compte, c'est un sujet brûlant et passionnant, et avec des passionnés. On va passer au troisième passionné, qui est donc Marc Dolger, qui est architecte des PLG. Et il a fondé avec son confrère Damien Zakovic l'agence d'architecture et de design global Outsign, qu'il dirige, et ils ont beaucoup travaillé sur le sujet du commerce, tant pour des opérateurs que pour des collectivités. Donc une vision encore complémentaire à celle de nos deux intervenants. Alors, oui, ça fonctionne. Donc effectivement, on se retrouve souvent de l'autre côté de la barrière, je dois le dire. C'est-à-dire qu'on accompagne sur des programmes d'une taille conséquente, des foncières qui ont des programmes commerciaux à l'extérieur des villes. On a aujourd'hui des exemples qu'on partagera qui sont sur des échelles beaucoup plus modestes, mais qui montrent aussi qu'on peut redynamiser le commerce local avec une approche justement qui pourrait s'inspirer de l'organisation du commerce, parce que font les grandes foncières comme Unibail, Clépierre et compagnie? Elles sont dans une logique de fédération de commerce avec une identité des services pour justement faire venir le commerce, le faire exister et continuer à faire venir des clients. Alors, je pense que ça va me permettre de... Oui. Donc, la particularité de l'agence, c'est qu'effectivement, on est architecte, mais en parallèle, on a une activité qui est une activité de design stratégique, un pôle de veille des tendances, et donc on s'attache aussi à dire et à regarder concrètement. Là, on a parlé de villes, on a parlé de problématiques urbaines. On regarde, nous aussi, quels sont les gens qui vont aujourd'hui se déplacer, quels sont les gens qui vont commercer. Et c'est vrai que là, on est quand même en train de voir, et l'article qu'il y a dans Le Monde hier sur le déclin du format d'hyper, la baisse du chiffre d'affaires de 30%, elle est quand même révélatrice d'un certain nombre de changements qui interviennent aujourd'hui au niveau sociétaux, dans lequel, à terme, l'antagonisme centre-ville, enfin commerce de centre-ville et commerce de périphérie, va doucement s'étioler pour faire face à d'autres problématiques. Déjà, les gens changent. Alors, ce n'est pas par hasard si ils vont de moins en moins dans des machines à acheter, qui sont les hyper. Et dans le cadre de certaines études qu'on fait, nous, pour des acteurs de la promotion immobilière, notamment sur Bordeaux, on est venu nous demander comment est-ce qu'on pourrait alimenter une gestion de l'espace urbain pour qu'il participe à la vie du commerce. Et donc, on a fait une veille des tendances sur le sujet. Mais ce qu'on a pu extraire aussi, c'est que, au-delà de cette économie du partage dont on nous parle maintenant depuis plusieurs années, on commence à avoir des profils qui sont beaucoup plus hétérogènes. Il y a quelques années, on pouvait dire encore, il y a des catégories de consommateurs avec des revenus, et on classait ça d'une manière très facile, aisée, dans des profils. Maintenant, on a des gens qui sont vraiment très différents. Le profil, ce serait l'autonome. L'autonome, c'est celui qui est plutôt dans le « je me débrouille tout seul » et je ne suis pas dans une approche hyper consumériste, je vais faire de l'upcycling. On va avoir le militant. Le militant, il va aller un peu moins souvent dans le centre commercial. Par exemple, il va plutôt essayer de trouver des circuits alternatifs.
On va avoir l'aventurière qui, elle, est cross-canal au sens où elle va bloguer, elle va avoir son univers et elle va panacher d'une manière très hétérogène ses comportements pour justement consommer d'une manière plus ou moins raisonnable, parce que ce n'est pas l'enjeu de l'aventurière, mais globalement, c'est quand même aussi des profils qui viennent influencer les formats traditionnels de commerce. Et puis, il y a ceux qui sont leaders d'opinion, et les leaders d'opinion, ils s'en fichent un petit peu de ce qui s'est déjà fait, ils sont plutôt dans la recherche de nouveautés. Donc, il y a un impact fort, les gens changent, et les échanges changent aussi. À un moment donné, David, tu parlais du e-commerce, rapidement. La progression du e-commerce, elle est suffisamment importante aujourd'hui pour rendre très inconfortable la position des acteurs installés du commerce périurbain ou des grands groupes alimentaires notamment. Et on est vraiment sur une question, comment est-ce qu'on peut créer une expérience d'usager, parce qu'en fait c'est quand même lui qui à un moment donné est au milieu de l'histoire, qui soit un continuum entre ce qu'il fait sur la toile et ce qu'il fait dans la vraie vie. Et là, il y a des outils qui commencent à apparaître aujourd'hui. Alors quand on intervient, nous, sur des sujets, on peut activer d'une manière plus ou moins ambitieuse, et là on va parler sur des projets qui ont des tailles nettement moins importantes que cette grande route départementale ou Rosny-sous-Bois, mais qu'on connaît bien aussi. Et globalement, on a accompagné par exemple le maire de Maisons-Alfort sur une problématique qui est quand même assez récurrente, qui est un ensemble d'Andro et Para des années 70-80 et la question du socle. Alors, le socle, les commerces qu'on colle en pied d'immeuble, parce qu'on ne peut pas y mettre des logements, et globalement ça c'est quand même une ritournelle qu'on trouve régulièrement aujourd'hui, qui commence doucement à être adressée. On avait une trentaine de commerces qui étaient en déshérence, on avait vraiment un problème de vie du commerce et donc de vie du quartier, puisque c'est un pôle important où on a des bureaux et pas mal de logements. Et dans ce contexte-là, on était en plus juste à la sortie du métro. Et donc, la mairie a fait 2 appels d'offres infructueux parce qu'elle n'arrivait pas à trouver la façon et l'opérateur pour pouvoir redynamiser cet ensemble. Et là, on a créé, on s'est inspiré en fait de cette approche qui consiste à donner une identité ombrelle et à repositionner, comme on dit dans le sens marketing, à repositionner le lieu, un lieu très minéral dans lequel on a voulu redonner quelque chose d'un peu plus ludique, parce que le commerce a des temporalités aussi qui sont différentes de la fabrique de ville en tant que telle, et on a créé un jeu d'une identité ombrelle qui nous a permis ensuite de créer un territoire graphique et d'appliquer. Alors on a rénové l'architecture d'Andro et Para en gardant le béton brut, en le nettoyant, en le mettant en évidence, et on est venu ajouter des éléments qui notamment, parce que là un des enjeux c'est pas de faire venir des enseignes nationales, et le commerce de centre-ville, sa grande particularité c'est d'avoir ce mix entre commerce national, enfin enseigne nationale et commerce indépendant. D'ailleurs, entre parenthèses, l'enjeu des opérateurs de centres commerciaux, c'est à tout prix de faire venir des enseignes qui soient des enseignes individuelles, qui ne soient pas fédérées par des réseaux, parce que ça crée de l'aspérité, parce que Zara, il est partout, et toutes les enseignes nationales sont sur un maillage tel que d'un centre à l'autre, il n'y a plus de différence, en fait. Donc, le problème du commerce indépendant, c'est qu'il n'est pas forcément très bien équipé pour résister à des enseignes nationales qui, elles, ont des chartes, qui ont des plans marketing, etc. Et donc notre travail, c'est de fournir aussi des outils à ces commerces indépendants pour qu'ils puissent déjà communiquer d'une manière harmonieuse. Donc, dans le cadre d'un travail de cet ordre-là, on est d'abord des chartes enseignes et on conseille techniquement aussi sur des choses qui sont très opérationnelles, les commerces pour qu'ils puissent créer de l'harmonie. Donc c'est vraiment jusqu'à la couleur de leurs huisseries, leur façon d'éclairer leurs enseignes, les étals qu'ils vont mettre à l'extérieur. Et puis, en l'occurrence, on a quand même eu à gérer aussi une partie d'espace public, la sortie du métro, pour pouvoir le rendre un peu plus convivial et un peu plus domestique. Donc le programme, aujourd'hui, il existe. Les travaux de rénovation ont permis de recommercialiser pas mal de commerces qui étaient vacants, en l'occurrence, et d'avoir une offre de service qui, elle, était un peu plus visible, lisible et sympathique. Jusqu'à un travail sur la lumière. Donc, cette stigmatisation du rez-de-chaussée dans l'ensemble commercial des années 70, c'est un problème qu'on trouve encore beaucoup dans les villes françaises.
Autre approche, un opérateur immobilier, Gotham qui est un opérateur toulousain en fait, qui à un moment donné nous sollicite pour décliner un concept et créer un concept qui fédérerait les pieds d'immeubles autour d'une place, et l'opérateur en question rachète aux autres opérateurs immobiliers les commerces de pieds d'immeubles. Donc ça c'est la première chose, il devient donc gestionnaire de cet ensemble-là. Ce concept, il s'appelle Cœur Marchand, on l'a mis en œuvre une première fois à Toulouse. Et dans ce contexte-là, au-delà d'une identité, donc là on reprend le même principe, la codification, le marketing visuel en fait, la marque ombrelle, tel qu'on pourrait le dire. Mais ces outils-là, on va les décliner sur un certain nombre de supports qui vont créer une notion identitaire et de la cohérence, puisque le problème c'est toujours de faire apparaître ça de manière à peu près lisible aussi. On retrouve un pattern tel qu'on a pu le voir, mais on voit aussi que sur un îlot qui était un îlot Gotham, Gotham rachète sa patrimoine, le pied d'immeuble, pour en faire un ensemble commercial. Et donc on peut voir à gauche que le principe d'encadrement du commerce ou des services est quelque chose qui permet de rendre la ville un peu plus apaisée aussi, puisque les 4x3 ou les enseignes en néon, par exemple, c'est des choses qui viennent créer de la confusion visuelle. L'autre élément intéressant aussi, c'est que le concept de Gotham, c'était quand même de créer une harmonie commerciale autour d'une place. Et à Toulouse, sur ce projet-là, on a pu travailler aussi sur la conception de la place. Et l'approche qu'on a eue, c'est une approche où on a été voir les élus avec un carnet de programme. En fait, c'est quoi aujourd'hui une place marchande commerçante? C'est une petite place, elle fait 5000 m². Et qu'à partir de là, dans ce travail d'atelier et d'échange, on a pu élaborer un programme idéal où on est arrivé à la conclusion qu'il y avait plusieurs temporalités sur une place, et que notamment dans cette place-là, on avait la place, le pôle numéro 3, là, qui est la place utile, donc un parking versatile. On a bien essayé de chasser le parking, mais la voiture a encore toute sa place. Mais en l'occurrence, on l'a voulu versatile, donc un marché vient s'installer, c'est un dépose-minute quand il y a une école en face. Une deuxième séquence plus flexible où on peut installer le chapiteau pour la fête de la musique, etc. Et une séquence numéro 1 où en fait on va avoir, donc là on voit les 3 séquences juste après la construction. En fait. Dans ces 3 séquences, on a un pôle, on va dire, avec un kiosque qui va venir s'installer, du Wi-Fi en plein air, une sorte de pocket square dans lequel on peut venir faire une pause. La partie centrale qui est la place du village et la partie express qui est la partie supérieure. Donc cet ensemble-là est un ensemble où il y a vraiment une démarche urbaine, une démarche programmatique pour que cet ensemble urbain soit un pôle de service. Aujourd'hui, si on devait aller plus loin, je dirais justement par rapport à cette notion de e-commerce, comment est-ce que des commerces indépendants ou des commerces à cette échelle-là, qui ont un fonds marketing réduit, donc qui ne peuvent pas se développer une application Internet ou qui ne peuvent pas avoir des outils de digitalisation très forts, on a des opérateurs, ou en tout cas on a des acteurs aujourd'hui qui développent, comme j'achèteenville.com, qui développent une sorte de marketplace de proximité. Ces gens-là, ils ont des exemples d'intervention à Tourcoing, dans la région, dans les Hauts-de-France maintenant. Et ce qu'ils proposent, c'est de fédérer des commerçants indépendants dans des centres-villes, d'élaborer une boutique numérique qui permette aussi d'aller au-delà de cette limite de fermeture qui peut pénaliser, parce que les exploitants de commerce indépendants, ils ne peuvent pas faire du 8h jusqu'à 23h, c'est difficile. Donc d'avoir quand même une présence et une lisibilité de l'offre à ce niveau-là, et d'organiser une logique de click and collect pour qu'il y ait toujours du flux qui alimente, qu'il soit à partir d'une commande numérique, enfin online, ou une commande concrète. Et ensuite, la logique, c'est d'avoir tous les autres services qu'on pourrait trouver, conciergerie automatique, et j'avais aussi livraison à domicile. Ce qu'on voulait aussi voir, c'est dans quelle mesure qu'est-ce qui peut faire vivre le centre-ville, quels sont les grands programmes aussi qui commencent à faire des émules. Je prends l'exemple en Espagne, à Barcelone, là où c'est un peu chaud en ce moment, mais de El Ninot, qui est en fait ce marché couvert. Alors il y a des exemples en France aussi sur ce type d'intervention, mais là ce qui est intéressant, c'est que sur ce marché-là, on a du commerce en périphérie du marché,
Mais surtout, on est venu concilier des choses qui au départ paraissaient un peu aberrantes, des enseignes alimentaires de type Carrefour Express ou Carrefour Market, qui coexistent assez pacifiquement avec toute une série de petits artisans bouchers, alimentaires, etc. Et cette notion de halle gourmande, de lieu qui fédère, qui est en fait l'archétype du centre commercial de centre-ville, en fait, est quelque chose qui inspire suffisamment aussi des acteurs commerciaux, puisque on voit ici un des projets pour plan de campagne, qui est quand même à Marseille la plus grande zone commerciale de France, en fait, hein, où Mercialys, la filiale de Casino, cherche à développer la même atmosphère, la même aspérité, et surtout avec des commerçants indépendants. Donc, cette notion de commerçant indépendant est quelque chose qui interpelle fortement, que ce soit les acteurs du commerce organisé ou les villes aussi, pour pouvoir créer de l'aspérité. Puis maintenant, globalement, la rue, c'est quand même un terrain de jeu qui s'est bien activé ces dernières années, entre chez Fernand ou Big Fernand, le food truck, à un tel point que les food trucks qu'on voit en ville maintenant, les centres commerciaux veulent commencer à les mettre dans les centres, que la notion de pop-up store et d'événement qui apparaît est en train de prendre la ville comme terrain de jeu, donc, puisque là on parle de centre-ville aussi. Et la question qu'on pose, c'est sur cette notion de pop-up store. Bon, il n'y a pas qu'Armani qui fait du pop-up store, mais globalement, on vient de challenger des formats traditionnels de Beau, où on est sur du 3-6-9, et on est vraiment sur du précaire, de l'éphémère et de l'activation ponctuelle de surface commerciale. Donc il y a quand même un modèle immobilier aujourd'hui qui est en train d'être très fortement challengé, remis en question, qui contrarie beaucoup les gros opérateurs, parce que si j'avais un CAPEX à montrer avec de la visibilité sur 9 ans, ça marche tellement bien. Mais ce qu'on dit là, c'est que les usagers eux-mêmes sont en train de challenger ces modèles-là et vont les faire bouger beaucoup plus vite, peut-être, qu'on ne pense, et contribuer à rénover des modèles dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci. Donc, troisième point de vue qui conforte cette notion multiple du centre-ville. Et je voudrais juste vous poser à chacun comment vous quelle définition donneriez-vous d'un centre-ville ? Parce qu'on en a des images très, très variées. Alors, quels seraient les dénominateurs communs ? Ça marche ? Moi, je pense qu'il y a une chose qu'il faut regarder en ce moment. On a vu que les questions et de mobilité et de multifonctionnalité sont assez liées. Que la question du centre-ville, c'est aussi beaucoup la question du logement, la question de l'état du logement. Moi, je pense qu'il y a une donnée qu'il faut garder en tête, en dehors des propres logiques d'évolution des différents canaux du commerce, c'est de voir ce qui va se passer avec la fameuse voiture autonome. Donc je pense qu'on va avoir, on a déjà ce qu'on dit la ville à 3 vitesses, c'est-à-dire des centres paupérisés, des faubourgs et le périurbain. On va avoir, à mon avis, une transformation de l'espace public, puisque en fait, la caractéristique, pour me rapprocher d'une réponse à votre question, c'est qu'on est en Europe. En Europe, on a une valeur qui est l'espace public, qui n'est pas du tout, et sur lequel on investit. Et on investit de l'argent, on investit des projets, etc., qui est un modèle tout à fait particulier. Il suffit, en ce moment, je me promène pas mal, mais enfin, je veux dire, en Asie, il n'y a pas un budget pour faire un espace public, enfin, sauf le Bund à Shanghai, mais en Afrique, la même chose, en Amérique du Sud, la même chose. Donc c'est une chose très très particulière, la préoccupation de l'espace public. Donc le centre-ville, c'est évidemment le lieu d'hypervalorisation de l'espace public. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je pense qu'il va se passer, donc il y a toute la guerre automobile, vélo dans les centres-villes, qui est un vrai sujet. La voiture autonome, à mon avis, ils savent déjà la faire marcher dans les périphéries. Donc on va avoir des zones entièrement où on va adapter la ville à la voiture autonome dans les nouveaux projets. Et elle marchera déjà, elle sait déjà marcher sur les voies rapides urbaines ou sans problème. Dans les centres, c'est beaucoup plus complexe parce qu'ils ont enfin,
lisez les journaux comme moi, ils ont des grands problèmes d'adaptation de la complexité du tissu des centres, notamment européens, et du comportement des gens dans les centres. Donc à mon avis, ce qui va se passer, c'est la conjonction du phénomène de piétonisation ou de vélo électrique, qui est un super modèle de transport, et des navettes de voitures autonomes. Et puis il va y avoir un hinterland entre les deux, qui sont les faubourgs, sur lesquels il y aura des voies séparées probablement. Donc moi, pour le moment, je m'interroge si ça va être ça finalement qui va se passer dans les 20 prochaines années. Alors, quelles conséquences sur le commerce? Moi, je n'ai pas trop réfléchi dessus, mais je pense qu'il y a des conséquences sur le commerce. Donc, il y aura une pratique des centres-villes libérés de la voiture, entre guillemets, qui va être... alors, ça ne va pas résoudre tous les problèmes des rez-de-chaussée. Le grand sujet de l'urbanisme, d'une façon générale, c'est effectivement la question, moi, ce que j'appelle le rez-de-ville. C'est la question de comment trouver des systèmes de baux plus souples, de comment... On dit on ne peut pas faire de logement en rez-de-chaussée. On peut faire des logements en rez-de-chaussée. Simplement, on s'est habitué à ne pas en faire. Les promoteurs sont habitués à ne pas en faire parce que c'est un peu plus compliqué. Donc on préfère quasiment neutraliser le rez-de-chaussée avec des carottes plates que de fabriquer des logements en rez-de-chaussée. Donc ça, c'est évidemment un énorme sujet qui sont les raies de ville et quel type d'espace public on aura autour de ces raies de ville. Et c'est, je pense, pour la question des centres-villes, c'est que la question du patrimoine, elle doit être reconsidérée. C'est-à-dire qu'on a tellement de patrimoine, comme disait François Choët, si on ne sait pas quoi faire d'un bâtiment, pourquoi est-ce qu'on le garde? Enfin, je caricature sa position, mais enfin, c'est quasiment ça. Donc s'il faut s'il faut trouver de l'espace pour refaire des logements plus agréables, permettre à mettre des ascenseurs pour que les personnes âgées continuent à habiter et pouvoir faire des formats de boutiques ou de grands magasins qui puissent fonctionner et avoir des grands parkings de vélos qui marchent avec, je pense qu'il faut le faire, y compris dans des bastides. Je ne pense pas qu'il faut sortir de ça, parce que sinon c'est la ruine assurée, comme dans le sud de l'Italie. Alors à Montigny-les-Cormeilles, bon, on a un centre qui est finalement autour d'une départementale. Donc, quelle notion, vous, du centre-ville défendez-vous? De toute manière, le centre-ville, la ville deviendra centre. On ne va pas continuer à bouffer de la terre arable, etc. On fait de plus en plus d'enfants, on vit plus longtemps, il faut manger. Hein, donc on a besoin d'espace pour faire pousser les tomates, pour faire pousser les pommes, les fraises, les machins et les bidules. Bon, on ne va pas faire tout ça en laboratoire tout le temps. Hein, les OGM, tout ça, les Roundup, tout ça, on va oublier. Donc on aura des rentabilités de production alimentaire qui va nécessiter de l'espace. Bon. Donc la grande question, c'est la densification des villes. Donc on ne peut pas parler de l'avenir des villes et des centres-villes sans évoquer la densification des villes. On est de plus en plus nombreux. Hein. En France, on était 25 millions d'habitants au moment de la Révolution française. On est 68 millions. Bon, et puis ça continue à monter. On est 7 milliards. Dans quelques dizaines d'années sur la planète, on sera 9 milliards. Bon. Et ça touche tous les continents. Alors, la population, il suffit d'aller voir un peu l'exposition qu'il y a pas très loin au Musée de l'Homme. La population a explosé et elle va tendre un peu pas à stagner, mais à progresser moins vite, mais elle progresse. Donc, cette double question est essentielle. C'est de la macro, mais ça se reproduit ensuite au niveau micro. Forcément, on doit se poser la question des transports, de la manière dont on se déplace, de la manière dont on fait ces choses au quotidien, ses courses, etc. Ces écoles. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus sociabilisant que la sortie d'école, d'aller rencontrer ses voisins parce qu'on est à côté. On n'imaginerait pas des écoles à 10 km de la maison, y aller en bagnole, vous voyez. On veut son école à côté parce que c'est pratique, on peut y aller à pince, parce qu'on rencontre ses voisins. C'est pareil pour le commerce, à mon avis. Voilà. Donc moi, je ne lis pas totalement l'avenir du centre-ville avec le commerce. C'est lié, évidemment. Mais le commerce n'est pas le seul, sinon c'est donner trop d'importance à cette question. Mais le commerce est
c'est un élément supplémentaire. La grande question, c'est la mutation de la population et la manière dont on amène. Donc après, il faut que ce soit des espaces urbains de qualité, qu'on réfléchisse après par petits bouts, et développer les transports propres, et d'avoir un aménagement du territoire qui fait qu'on arrive quand même à trouver des emplois pas trop éloignés de chez soi, ou alors des grands moyens de transport public, ce qui est fait avec le Grand Paris, les grandes gares et les machins, les bidules, et le réseau secondaire en bus, qui est le parent pauvre beaucoup dans les banlieues, le réseau bus, parce que c'est la compétence des collectivités territoriales ou des départements en général, et ça coûte une fortune. Pour se déplacer sur 15 ou 20 kilomètres avec des réseaux de bus ou pour rejoindre les gares. Voilà. Et pour Outside, donc un centre-ville. Parce que j'entends, il y a des choses qui m'ont interpellé sur la notion d'organisation d'une mixité de fonctions autour d'un espace public. Et je pense que la notion d'espace public, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup délégué sur la périphérie l'aménagement de pseudo-espaces publics à des opérateurs privés. Donc forcément, la gestion et l'intérêt collectif n'est pas défendu de la même façon quand on a des stocks de marchandises à écouler que quand on a de la qualité de vie à produire. L'autre élément important, c'est qu'on pourrait quasiment faire des mêmes cartes qu'on a pu voir tout à l'heure avec la segmentation de la ville aussi sur les parcs d'activités, les bureaux. C'est la même problématique. Il y a un phénomène intéressant aujourd'hui sur un regain d'intérêt sur le centre-ville, c'est de retrouver cette mixité de fonctions, qui est un peu une image d'Épinal en tant que telle. Mais le problème qui apparaît aujourd'hui pour des opérateurs d'ensemble de bureaux aussi, c'est la question du socle, de cette fameuse galette en rez-de-chaussée, où on commence à s'apercevoir qu'un hall qui fait 500 mètres carrés où il ne se passe rien, ça consomme beaucoup d'espace, ça ne produit pas beaucoup de vie, et puis ça coûte cher. Et donc l'enjeu et la réflexion qui est en cours aujourd'hui, c'est de voir comment ouvrir vers la ville, participer à ce socle actif en donnant une activité qui est mutualisable. Et il y a un portrait aujourd'hui qu'on n'a pas ajouté, ça pourrait être les espaces de coworking, qui sont l'élément qu'on voit apparaître partout, mais qui prennent à bail aussi dans des lieux où les commerces n'arrivent pas à exister parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes de flux, mais on a quand même des questions de destination. Et ça fait partie des éléments qui viennent enrichir encore la qualité d'un centre-ville, parce que la question du déplacement et la question de la segmentation, l'avènement du télétravail, des choses qui sont quand même en train de se produire aussi, redistribuent la question de la vie par la mobilité, sans parler de la voiture autonome et de la perte de propriété de la voiture, en fait. David Bangin. Oui, c'est une idée de Jean-Viard qui est assez intéressante. Il dit qu'un des problèmes des centres-villes, c'est que les jeunes s'en vont à la période du bac ou avant, ils quittent la ville avec une mauvaise image de leur ville. Une mauvaise image de leur ville parce qu'une ville en déclin pour des tas de raisons. Ce n'est pas uniquement le commerce de périphérie qui a fait que un certain nombre de villes se sont cassées la gueule. Mais aussi avec une image archaïque de gens qui ne connaissent pas l'ordinateur, de génération machin. Et donc il dit, mais mettez, ce que font d'ailleurs, ce qu'essaient de faire un certain nombre de maires, mettez des start-up dans les rez-de-chaussée parce que ces types, ils n'ont pas de quoi payer un bail et donc ça va, ce que tu dis, ça va occuper le terrain. Et surtout, ils pourront revenir dans la région avec une image pas trop dégradée. Parce que qu'est-ce que font les gens? Ils vont dans la métropole ou ils vont à Paris et puis ils reviennent éventuellement à la retraite, ils reviennent dans leur région, mais entre-temps, ils vont plutôt aller dans une autre métropole parce qu'ils n'ont pas une image très, très valorisée de villes qui non seulement elles se cassent la gueule, mais qui ne sont pas modernes, entre guillemets, du point de vue du fonctionnement de la société ou de l'économie. Alors, on parle donc d'hyperspécialisation. Enfin, apparemment, déjà, on relève l'hyperspécialisation des opérateurs qui pose un problème, c'est-à-dire avec des opérations qui relèvent encore des traces du zoning, on va dire. On fait que du bureau, on fait que du commerce, etc. Contrairement à ce que font les opérateurs, par exemple, je pense aux Néerlandais, où finalement ces opérateurs font à la fois du bureau, du commerce, avec des opérations assez spectaculaires, que ce soit le centre d'Almer, le centre qui a été construit d'ailleurs a posteriori, c'est-à-dire qu'on a d'abord construit la périphérie de la ville et on a fini par construire le centre-ville, mais qui est entièrement piéton.
ce qui est assez étonnant, mais on a, il y a donc ça. Il y a aussi un lien, d'après ce que je comprends bien aussi, pour qualifier le centre-ville, c'est aussi une partie de la ville où le déplacement se fait en mode doux, de transport doux, c'est-à-dire piéton, vélo, de transport en commun, ça serait ça? Alors, un autre point, je pense qu'il y a un clivage très très fort, et c'est toujours l'argument des commerçants, ah mais si ça ne marche pas, c'est parce que les gens ne peuvent pas se garer. Donc il n'y a pas de place de parking, donc voilà, c'est toujours l'éternelle polémique. Moi je pense que justement, ces questions de mobilité, par exemple, moi je suis un récent adepte du vélo électrique, et je regrette beaucoup d'avoir presque raté ma contribution au Grand Paris, où tout le monde s'est focalisé sur Grand Paris Express, à part les Italiens peut-être et les Allemands, comme par hasard, et que je pense que la priorité, c'est de faire des autoroutes à vélo électrique dans la banlieue et la grande banlieue. Si vous allez à Amsterdam, vous traversez des cités, vous désenclavez des cités entières avec tous les gens qui sont en vélo électrique, ou en vélo, d'ailleurs ils sont en vélo normal en Hollande, ils rejoignent des gares, et ça fait vivre la totalité du territoire, pas uniquement, voilà. Donc il faut en arriver là. C'est-à-dire quand on arrivera à dire je quitte mon lotissement avec un vélo électrique ou une moto électrique ou une toute petite voiture, etc., et je vais jusqu'au centre-ville sans avoir une rupture de charge, et on arrête de penser qu'il faut absolument faire de gigantesques parkings, parce que si vous voulez, les centres-villes aujourd'hui c'est ça. C'est-à-dire vous avez une zone piétonne avec 2 rues franchisées, et puis vous avez des poches de parking sur les boulevards tout autour. Voilà. Et donc hop, j'arrête et je rentre dans le centre-ville. Donc il faut arriver à casser cette interface, enfin cette rupture. Et à ce moment-là, le centre-ville participera d'un même mode de mobilité. Donc ça, plus la question des raids-villes, qui sont effectivement des questions de montage. Moi, je ne suis pas spécialiste de promotion immobilière, mais on a pu constater ça avec Jean-Noël. On a fait venir, pour expliquer à Carrefour, bon, certes, vous mettez en infrastructure le parking, mais ça veut dire qu'on va faire 5 bâtiments de 10 étages pour pouvoir... vous êtes gagnant parce que ça va être une clientèle captive de plus, alors que déjà le Carrefour, il a cet avantage, il est au milieu de la ZUP, donc il a déjà 15 à 20% de gens qui viennent à pied, ce qui est beaucoup pour un centre commercial. On a du mal. Et on a fait venir Nexity, etc. Des tas de gens qui sont assez informés de tout ça. On voyait bien qu'ils n'avaient pas un partenariat très monté avec des opérateurs de logement. Ils auraient pu faire un deal global, quoi. Mais je dis peut-être des bêtises, parce que je ne suis pas assez au fait des montages des promoteurs immobiliers. Mais moi, j'ai quand même beaucoup tendance à penser que les choses mettent un certain temps. Il faut avoir des débats idéologiques, comme on dit, et puis il y a un moment, le modèle économique, il est en crise. Et à ce moment-là, tout d'un coup, on trouve que c'est possible. C'est l'affaire du tram, machin, mais c'est aussi, sur beaucoup de questions, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'affaire de la densification des maisons individuelles. Pendant 20 ans, on nous a expliqué qu'il fallait des maisons péripatéticiennes, isolées sur une parcelle de 500 mètres carrés. Que les gens voulaient ça. Et tout d'un coup, il n'y a plus de foncier. Tout d'un coup, et tout d'un coup, la maison en bande, ça devenait génial. Et tout d'un coup, 2 maisons en bande, l'une sur l'autre, ça devenait encore plus génial. Les mêmes gars qui, 10 ans avant, vous expliquaient, c'est comme l'histoire du tramway. Donc il y a un moment, pof. Moi, je crois à l'équation comme ça. Et les idées, puis l'économie, et à un moment, on récupère l'idée, on la bidouille. Mais alors, est-ce que les outils dont on dispose sont encore adaptés? Parce qu'en fait, c'est peut-être ça aussi la question. C'est-à-dire y compris pour les élus, c'est-à-dire que vous êtes obligé de rentrer dans ce que la loi vous autorise, et la loi, finalement, vous interdit de faire un certain nombre de choses. Et puis après, il y a la deuxième chose, c'est que vous n'avez pas les moyens de pouvoir intervenir par rapport à un Carrefour qui a une puissance financière qui est 10 fois supérieure à la vôtre. Oui, mais bon, la loi, on ne va pas spolier les gens quand même. Hein. On est dans une économie de marché. Donc il faut. Le problème, c'est de trouver des équations économiques pour dépasser la contradiction entre l'intérêt économique immédiat, l'intérêt général et la vision à plus long terme. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je soupçonne, et je n'ai pas peur même devant la caméra de le dire, je soupçonne le groupe Carrefour d'attendre du magasin de Montigny-les-Cormeilles, de le lessiver totalement. Vous savez, comme un cheval de trait. On va jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il tombe, qu'il soit mort à la tâche.
Voilà. Pourquoi? Après, ils récupéreront le foncier, et puis voilà. Mais en attendant, eux, ils ne se préoccupent pas des réalités, de difficultés de la ville de Montigny-les-Cormeilles. Donc on a des intérêts comme ça qui sont divers. Donc ce que j'attendrais, moi, de la législation, c'est essayer d'obliger au moins la concertation et la discussion, et de mettre les partenaires sur table. Et puis ensuite, de trouver les leviers financiers pour permettre des évolutions. Par exemple, il y a l'établissement public foncier qui existe, qui est vachement bien. On est en train de discuter à Montigny-les-Cormeilles pour réaliser cette affaire sur l'ensemble du boulevard. J'espère, je touche du bois, bon, je ne veux pas déflorer des secrets ici, mais on espère signer une convention qui va porter donc pour faire le portage foncier. Hein, l'établissement public foncier nous prêtera plusieurs dizaines de millions d'euros, en tous les cas investira plusieurs dizaines de millions d'euros pour racheter des magasins, des pieds d'immeubles, etc., pour pouvoir faire la mixité dont on a besoin. Donc le levier financier là va exister. Ça fait 5 ans que je le réclame. Enfin, nous touchons au but. Parce qu'évidemment, ce sont des sommes considérables qui sont là. Imaginez 1 milliard de chiffre d'affaires de commerce, mais derrière, vous avez tout ce qui est les loyers, les multipropriétaires, etc. Donc le levier juridique uniquement ne suffit pas. Et je pense que c'est beaucoup d'agitation pour pas grand-chose, ce levier juridique. Il faut revenir à des choses simples dans la vie, c'est l'intérêt général. Et donc comment on travaille ensemble à cet intérêt général. Moi, lorsqu'un directeur de magasin me dit, écoutez, j'en ai rien à faire de ce qui se passe à Montigny-les-Cormeilles, moi je préserve l'emploi, monsieur, bon, ben, je comprends. Vous voyez, donc on peut essayer de trouver les choses, et ça demande pour le coup une intervention là, financière de l'État, des aides publiques, non pas à perte, mais à production de l'avenir. Hein, les aides publiques données comme ça, on voit bien que ça ne sert à rien pour l'emploi. Hein. Il y a plein d'exemples tous les jours d'entreprises qui ont touché des aides publiques et qui suppriment des emplois derrière. Donc moi, je ne crois pas à des aides publiques comme ça, sans contrepartie et sans développement de projets collectifs. Voilà, en tous les cas, moi, de mon côté, c'est cela que je remarque. J'ai plus besoin de cette assistance-là que de règlements, de nouveaux règlements, de contraintes, de machin, de bidule. Je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer la législation sur tel ou tel aspect, mais par exemple à Montigny, j'avais mis en place le permis à statuer, là, pour interdire de construire. Ça ne m'a servi à rien. Je l'ai foutu en place. Les mecs, à la rigueur, ils étaient même contents parce que du coup, il n'y a rien qui bougeait. Les concurrents ne venaient pas. Ça ne m'a servi à rien. Vous voyez? Donc, bon, voilà, c'est des trucs comme ça un peu. Alors, je ne dis pas que c'est valable pour tout le pays, partout ce que je rencontre moi, mais c'est mon expérience. Non, mais il y avait une question de bon sens. C'est vrai, il y a forcément des intérêts économiques qui sont très forts et qui luttent parfois avec les intérêts des collectivités. On a l'expérience, nous, de collectivités qui ont su, d'une manière un peu forte, bloquer des instructions sur ne serait-ce que des permis de construire techniques, de mise en conformité, jusqu'à ce que le promoteur en question et la foncière produisent une vraie vision globale mixte d'un territoire qui avait été rejoint par la ville. Donc oui, c'est du bon sens, c'est un peu de muscle aussi, et puis c'est quand même pas mal de dialogue. Là, ça dépend forcément aussi des intérêts des différents groupes. Des groupes familiaux ou des groupes cotés en bourse ne sont pas les mêmes, ou des groupes constitués d'adhérents indépendants n'ont pas la même démarche par rapport à la collectivité et à l'intérêt collectif. Oui, ce qui est difficile, c'est que vous discutez d'un lieu, la transformation d'un lieu, avec, première difficulté, maintenant ces grands groupes financiarisés, ils ont en silo des directions. Et ils se refient. Le directeur du site, on en a parlé, le directeur du développement de la région parisienne, c'en est un autre, le directeur de l'évolution des tendances, etc., ça en a un quatrième, et puis il y a surtout le directeur financier qui, lui, s'occupe des comptes plutôt à Londres qu'à Paris, et qui, finalement, va décider, dans un grand jeu général d'actifs et de présentation au conseil d'administration, de savoir si des trucs genre Montigny, qu'on ne connaît même pas quand on est dans le truc, c'est intéressant de mettre dans les actifs, dans les passifs, dans l'immobilier, je ne connais rien, mais c'est des règles de comptabilité extrêmement strictes qui fait que ça se décide quand même beaucoup comme ça. Et puis il y a un autre qui rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire il y a un jeu de go en fait. Même dans son coin, tout le monde vise la padoie d'Herblay
personne ne veut rater l'opportunité d'être à ça, parce que le type va se faire taper sur les doigts si c'est l'autre qui y va. Et donc il y a des deals globaux qui sont pas dans laquelle, alors on connaît Montigny, le carrefour de Montigny, mais ça va être un échange. Alors oui, je vais vous écouter davantage, mais vous me donnez 5000 mètres carrés que vous avez donné à l'autre à 400 mètres, etc. Et puis je me positionnerai sur le truc à 4 km, etc. Donc il y a une partie du goût local, et puis il y a une partie du goût mondialisé. Donc, et vous êtes là, voilà. Et il y a quand même un pouvoir. Les maires ont un pouvoir, je suis désolé de le dire, mais les maires ont un pouvoir. Ils ont le pouvoir de donner le permis au bout du compte, ils ont le pouvoir de dire, ben, comme tu dis, voilà, on trouve un prétexte, soyons cyniques, la commission de sécurité, le machin, le truc, il n'y a pas assez de vélos, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, on peut faire traîner le truc jusqu'à ce que... et puis on peut lui dire, ben, on va vous donner 1000 mètres carrés de plus, d'accord, mais vous allez les mettre dans ce sens-là, et en même temps, vous allez reformater le parking avant. Bon, voilà, de temps en temps, les choses se développent. Et dans l'affaire de Montigny, c'est incitatif, voilà, c'est les 3 leviers, c'est-à-dire, on essaie de baisser la circulation sur la RD14, on fait des mutations foncières, on a un cinéma, on veut faire des logements, etc. Donc il y aura moins d'attractivité commerciale sur la route et moins de trafic. Et puis il y a sur le site lui-même, est-ce qu'on est capable de monter une opération, commerce, logement, bureau, je ne sais pas quoi, tiers-lieu, tout ce qu'on veut, sur le site lui-même. Donc c'est les trois de front. Alors évidemment, ils n'avancent pas forcément exactement comme on voudrait, etc. Mais c'est comme ça qu'on peut essayer de faire les choses. Mais ça peut aller plus vite qu'effectivement les 5 ans de préemption font l'histoire. Il ne faut pas créer d'illusions. C'est faux, enfin c'est en partie faux ce que vous dites. Mais écoutez, je le sais, faire traîner des permis de construire, je fais ça depuis 10 ans, mon pauvre monsieur, si vous saviez. Mais à un moment donné, il y a des lois. Et donc, vous perdez au tribunal administratif, il y a des règles. Hein. Donc, on emmène, grâce en faisant traîner les trucs, on emmène un peu à la table de négociation. Mais quand vous négociez 100, vous obtenez, en fonction du rapport de force, vous obtenez 5 ou 10 ou 20 ou 30, voilà. Tout dépend, David l'a bien expliqué, de la taille de l'opérateur. Montigny-les-Cormeilles, pour avoir un ordre d'idée, le budget de fonctionnement, c'est 23 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est par rapport à ce mastodonte qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires? Leroy Merlin fait plus de 100 millions d'euros. Carrefour fait 100 millions d'euros. Vous voyez, bon, je ne dis pas que c'est les bénéfices, mais c'est... Et donc, c'est très... Ils ont des experts, ils ont tout ça. Donc, si vous voulez, le combat n'est pas inégal, c'est pas ça. Et je ne suis pas en train de baisser les bras. Sinon, je serais retourné à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai choisi mon mandat de maire pour ça, si vous voulez. Vous voyez. Et donc, juste là-dessus, le débat avec eux, oui, c'est en quelque sorte un rapport de force et la construction d'un projet commun. C'est ça qui est difficile et il faut qu'il y ait d'autres acteurs. Moi, je ne comprends pas pourquoi les opérateurs de commerce, je ne sais pas s'il y en a, de commerce immobilier ne peuvent pas s'entendre avec le commerce, avec les opérateurs de logement. Ou alors ils s'entendent derrière notre dos, enfin j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est 2 mondes totalement différents. Bon, moi, tout à l'heure, quand j'évoquais le problème de la législation, je pensais à 2 choses. Je pensais d'abord, effectivement, David Mangin, vous l'avez très bien évoqué, il y a un phénomène comptable. C'est-à-dire où on arrive à passer en actif, y compris des bâtiments qui sont vides, en se basant sur la valeur locative qu'ils auraient s'ils étaient loués, mais ils ne le sont pas. On a la même chose sur les tours de la Défense, où on continue à construire des tours alors que les seules personnes qui peuvent aller dans ces tours aujourd'hui seraient des startups qui ne veulent surtout pas aller dans des tours, mais au contraire aller dans des centres-villes ou dans des anciennes friches industrielles, etc. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on continue toujours à négocier les mêmes types d'achat, d'acquisition de territoires commerciaux, alors qu'on pourrait imaginer des baux à construction qui seraient renégociés régulièrement et qui, à l'occasion de ces renégociations, permettraient de négocier des acquis et de prendre en compte l'évolution de la société, de la ville, etc. Je pense à des exemples, enfin on est toujours fasciné quand on va
en Thaïlande ou au Japon par le dynamisme, où on n'hésite pas à démolir pour reconstruire ou transformer. Mais effectivement, ils sont sur un système de bois construction où vous exploitez 30 ans et au bout de 30 ans, vous devez renégocier. Bon, en Thaïlande, ça appartient au roi, enfin à la couronne. Bon. Je ne sais, alors parce que vous qui avez été parlementaire, justement, est-ce que il n'y a pas aussi un levier au niveau de faire évoluer la loi et faire en sorte qu'au moins, en tout cas, que les ventes à acquisition qui sont faites aujourd'hui en matière commerciale, on se prémunisse des défauts de la situation actuelle? Oui, mais de toute manière, à mon avis, on est dans un monde qui est en train de changer sur la question du commerce. Vous l'avez très bien expliqué. Donc, comme on dit, c'est la célèbre formule, un nouveau monde est en train d'émerger, mais l'ancien monde a du mal à mourir, quoi. Hein, c'est Gramsci, je crois, qui disait ça. Bon, ben, on est un peu dans ce phénomène-là. Et donc, quand on voit Carrefour, c'est un mastodonte au pied d'argile maintenant. Donc, ils sont acculés, ils sont au mur, ils essayent de trouver de nouvelles équations économiques. Alors sur la législation, moi par exemple, notre PLU depuis 4 ans, qu'on l'a mis en place, 4 ou 5 ans, on interdit la reconstruction sur les RD14 à l'identique. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de détruit, on doit faire des logements. Ben, depuis 4 ans, il se passe que simplement la boîte à chaussures, elle change d'enseigne, les mecs ils passent un petit coup de peinture, ils changent l'intérieur, puis il n'y a rien qu'à bouger. Voilà. Bon, parce que l'équation économique n'a pas été trouvée. Alors, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, moi, je n'ai pas réfléchi vraiment à imposer ensuite, au bout d'un certain temps, la modification de l'urbanisme, etc. Bon, pourquoi pas, mais je ne vois pas la réalité. Vous savez, j'ai fait passer, moi, une loi qui a été intégrée dans la loi Duflot concernant les marchands de sommeil. Il y a un gros problème dans la banlieue, c'est la division j'espère que personne ne le fait ici, la division des pavillons pour faire des tout petits logements. Hein, et puis ensuite, d'en faire, souvent on remarque que c'est des marchands de sommeil. Hein, ils font 5, 6 logements dans un pavillon. J'ai eu un mal fou à faire rentrer dans la législation des permissions pour pouvoir faire les travaux. Parce qu'un maire ne sait pas, lorsqu'il y a des travaux à l'intérieur d'un pavillon, s'il y a des divisions au logement. Donc il faut un permis de louer et puis un permis de diviser. Dorénavant, c'est possible, les maires prennent... Voilà, mais ça, c'est un phénomène, on l'a intégré par voie d'amendement, mais voilà, ce genre de type de choses, l'atteinte à la propriété, etc., c'est très long à faire venir. Voilà. On va peut-être demander à la salle si elle a des questions à poser. Oui, bonjour Arnaud Diguet, EPA Paris-Saclay, anciennement CERM Montpellier. Alors j'ai un témoignage et une question pour David Mangin. Le premier témoignage, là c'était mon époque montpelliéraine. Il y a eu, je pense, à l'époque, quelque chose d'un peu similaire de Metz, là, avec un très gros projet de restructuration commerciale au sud de Montpellier. Je pense qu'il y a eu une erreur politique historique. C'est qu'à cette époque-là, Madame le maire de Montpellier, au lieu de réfléchir à ce que le nouveau centre commercial, qui est porté non pas par Phalsbourg, mais par Frey, soit implanté dans des grandes emprises qu'on avait achetées auprès de l'État, qui s'appelle l'EAI, c'est l'ancienne école d'infanterie, a laissé faire le projet là où il y avait déjà du commerce. Donc on refait du commerce sur du commerce. Alors certes, c'est plus joli, c'est sur 3-4 étages, etc., mais on fait du commerce sur du commerce. Et je pense que là, les élus ont une vraie responsabilité de dire, quand il y a des très gros projets comme ça, portés par des investisseurs, de les inviter à venir lorsqu'on peut trouver des emprises, parce qu'il faut quand même des emprises d'une certaine taille. Alors ça les oblige parfois à changer un peu de forme urbaine. Hein, on citait tout à l'heure Phalsbourg avec sa forme d'anneau, il faut peut-être qu'il fasse plutôt un centre commercial sur 4-5 étages plutôt qu'un anneau, mais ils trouveront les mêmes surfaces. De les inciter à revenir là où on est, dans du centre-ville, là où on a du tramway, là où on a des modes doux pour y accéder, hein, et résoudre un certain nombre de questions. Et du coup, ça m'amène à une question auprès de David Mangin. À Metz, par exemple, pourquoi aujourd'hui, de mémoire, Metz est aujourd'hui structurée en métropole, ou tout au moins en communauté d'agglomération.
pourquoi aujourd'hui les acteurs publics, plutôt que de se poser la question de comment on change la trame urbaine autour de l'échangeur au sud de la ville, pourquoi ne pas proposer à la compagnie de Phalsbourg de plutôt s'implanter sur des emprises? J'imagine que à proximité du centre-ville de Metz, il reste quand même quelques emprises. Pourquoi ne pas leur proposer de venir s'implanter dans la zone vraiment de centre-ville de Metz, plutôt que de refaire encore des nouveaux mètres carrés à 10 bornes au sud de Metz? Merci. Sur Metz, nous, quand on est arrivé, il avait déjà fait le deal avec. Il y a un adjoint qui est un chef d'entreprise très, très, très dynamique. Donc, on n'a pas pu faire évoluer la chose. Mais cet adjoint, il avait en charge tout le quartier près du musée Pompidou, dont Nicolas Michelin était en charge, et ils avaient beaucoup de mal à sortir. Et l'affaire de Pompidou-Metz leur coûte très cher. En fait, ça ne leur rapporte pas autant qu'ils avaient espéré. Il m'a raconté, j'ai oublié, mais tous les effets induits supposés sur l'hôtellerie, etc. Comme c'est trop près, les gens ils viennent juste voir le musée, ils repartent, etc. Donc ils ont beaucoup de mal à faire marcher leur grand projet urbain, qui est d'accompagner. Et je pense qu'il y a un projet commercial déjà dessus. Donc c'était là que Facebook peut-être aurait pu aller. Et donc, quand c'est discuté ActiSud, où il a participé aux discussions, au bout d'un moment, j'ai dit, mais écoutez, tout le problème de restructurer la voirie, de faire venir le transport en commun, c'est un problème d'agglomération. C'est tellement énorme, ce truc-là, c'est que ça devrait rentrer dans la métropole. Et en fait, ils faisaient semblant de dire oui, mais en fait, c'était au-delà de leurs moyens et de leur budget, un peu empêtré dans l'affaire de ce premier grand projet de centre-ville. Donc, à ma connaissance, ils n'interviennent pas pour dire si on laisse faire les 4 maires, parce que les 4 maires, c'est 4 fois Montigny côte à côte, avec 4 logiques. Au lieu que ce soit linéaire, c'est dans la croisée de l'autoroute, il y a 1, 2, 3, 4, et chacun essaie de dealer. Et donc, moi, il y avait quelqu'un qui était plutôt de ton genre, qui était sur un des quadrants, et puis l'autre, il avait dealé avec Phalsbourg. Évidemment, il voyait bien, parce qu'on lui a fait des petits coups de la maquette, on lui a dit, mais vous savez, on aurait pu faire les mêmes surfaces, machin, mais assez différemment. Il était un peu embêté, mais il avait déjà dealé, puis le 3e et le 4e, et voilà, il se faisait ils avaient des deals indépendants et ensemble. Et on ne pouvait sortir de ça que si l'agglo s'en mêlait, ce qu'elle n'a pas voulu faire. C'est pour ça que quand je dis l'intercommunalité, l'agglo, le type élu directement, ça va régler les problèmes, peut-être ça les aurait un peu réglés, mais je ne suis pas sûr que ça les aurait complètement réglés. Et le Grand Paris? Oh là, prochaine fois. Parce que tout le monde... Mais ce que j'ai dit sur le Grand Paris, c'est très très frappant à quel point les grandes centralités, les grandes polarités commerciales échappent, alors qu'on sait très bien faire marcher dans le Grand Paris. On parle que de quartier de bureau, etc. Mais quand vous allez... si je prends l'exemple des Halles, moi, ce qui m'a frappé, une jour, je fais une visite avec le maire de Nanterre, et il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez des Halles? Il me dit, vous savez, ce que me disent tous les jeunes de Nanterre, c'est qu'ils voudraient avoir les Halles chez eux. Ils voudraient un truc comme ça chez eux. Et c'est bizarre qu'il n'y ait pas et les Halles, ça fonctionne avec 95% du RER. Quand il y a grève de RER, c'est la chute de chiffre d'affaires immédiate. La grande grève de 95 ou 2005, c'était un champ d'observation formidable. On a bien vu comment ça marchait. Donc le Grand Paris, sur l'histoire du commerce, je trouve que c'est très faible comme réflexion. Philippe Gazeau, l'architecte, il a fait une carte très impressionnante. C'est le nombre de milliers de mètres carrés de parking des grandes surfaces dans la région parisienne. Il a sorti une carte de ça. Et on arrive, je crois qu'il avait peut-être arrondi à 1 million de mètres carrés de parking. Ils sont tous relativement bien placés, en tout cas pour le système routier, comme par hasard. Donc sur A86, Francilienne, etc. Mais
on considère que le truc, nos parkings, nos business visibles, etc., c'est écrit dans le marbre, quoi. Et là, on n'est pas assez offensif. Europa City, quand même, les gens, bon, il y a de multiples critiques faisables, mais quand même, celle qui porte beaucoup, c'est qu'ils ne vont pas arriver à le desservir en bagnole. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, si la ligne 17 ne se fait pas, ce qui devrait être annoncé ces jours-ci, qu'elle se fasse ou qu'elle ne se fasse pas, ils sont retardés, voire plantés. Ce qui serait pas mal d'ailleurs, parce que ça donnerait le temps de réfléchir un peu. On peut toujours rajouter après une station. Enfin, on peut faire la ligne, et puis après, on fait une station de plus. À nouveau, on ne pense pas tellement aussi les lignes de transport comme des trucs qui se transforment. D'autres dernières questions dans la salle? C'est pas une question, mais c'est pour un clin d'œil et un peu de pub. Aujourd'hui, les opérateurs immobiliers, ils évoluent et ils essayent de savoir faire du logement, du bureau et du commerce dans les mêmes opérations. Donc, je pense évidemment à vous immobilier. Bah, viens me voir, je ne l'ai toujours pas vu. Non, mais il faut Pourtant, il travaille sur la ville. Non, mais il faut qu'on vienne voir. Il travaille à la gare, il travaille plus. Sur les RD14, j'ai vu vos chefs, enfin vos responsables, enfin les responsables. Non, monsieur, oh là là, c'est compliqué, on n'a pas d'argent à mettre dans cette affaire. Et vous avez absolument raison, monsieur le maire. La difficulté, c'est donner une vocation résidentielle à la RD14. C'est très difficile de le faire par petites touches parce qu'il n'y a aucune aménité résidentielle. Et nous, notre métier, c'est de convaincre les clients. Et c'est ça la vraie difficulté. Et la vraie difficulté, elle est là. C'est-à-dire que nous, évidemment, les grands opérateurs immobiliers se positionnent. J'en ai plusieurs qui sont intéressés maintenant, vous allez arriver après. Et on arrivera peut-être trop tard. Et c'est ça le challenge. Aujourd'hui, on voit qu'on sort du zoning au niveau urbain. Donc, sortant du zoning, il faut qu'on se positionne, nous, sur la mixité. On le fait à Nanterre avec notre projet Cœur de quartier. Il y a du bureau, du commerce, un cinéma et du logement. On le fait à Issy-les-Moulineaux où on fait de la restructuration, où on crée du commerce à rez-de-chaussée et du bureau dans les étages. Dans un quartier qui était exclusivement tertiaire et qui avait un besoin criant de commerce. Mais votre sujet de Corbeil, effectivement, c'est un challenge terrible parce que c'est très difficile de faire du logement par petites touches. On peut restructurer un centre-ville par petites touches et y amener de l'aménité en pointillé. Mais sur cette voie commerciale, c'est effectivement très difficile d'un point de vue. Voilà, alors monsieur, vous voyez, je pourrais faire toutes les belles lois que je veux, ou alors il y en aurait qu'une qui voudrait, ça serait de mettre un fusil dans le dos et de dire bon bah oui, l'immobilier, vous allez investir un peu. Donc voilà, c'est ça la nécessité. Mais après, il y a une question. Moi, je pense que tout n'est pas dans les lois et tout, mais il y a un moment, l'État stratège, il peut faire des règles du jeu et des outils qui permettent d'aligner les intérêts des collectivités, des opérateurs économiques, que ce soit des promoteurs pour intervenir, que ce soit des foncières ou vous avez parlé d'immobilier. Et je pense que c'est ça qui fonctionne. Un État stratège qui donne des outils et des règles du jeu qui permettent de faire. Parce que c'est ça qu'il faut pour ce type de périmètre. Effectivement, je crois si ça va être très difficile pour un élu local de se heurter aux grandes enseignes, parce que vous avez parfaitement de témoignages et de vérité. Le cas de Montigny, c'est une espèce de fausse entrée-ville, parce qu'en fait, c'est une autonomie qui traverse la ville. Donc, c'est pas que je vais entrer dans la ville, c'est ça. Et je voudrais faire un point, parce que sur les ambiances, les habiletés. En fait, quand vous regardez bien, moi j'ai fait des cartes assez utiles, par exemple, je travaille sur la configuration de vraie entrée-ville à Saint-Denis. Je fais des cartes. Il y a une telle inflation de panneaux 3x4, notamment des gens qui les mettent sur des pavillons parce que c'est un mouvement de retraite, etc., que quand vous faites le vrai relevé, des pavillons qui sont devenus des restaurants, des pavillons qui continuent à être habités, des ateliers qui sont là, etc., vous avez une image totalement qu'on connaît, la famille François, qui n'est pas vraiment mon problème, moi. Mais vous avez une image totale, mais la réalité des parcelles, moi je cherche une application où on pourrait effacer le panneau 3x4 où on verrait le vrai décor. Et on voit qu'il y a des choses avec des grands arbres, on voit qu'il y a des... Bon.
on voit qu'il y a toute une série de choses qui n'est pas du tout l'image générale qu'on voit qui est effectivement, alors de très grandes parties pour les très grands ancêtres, mais dès que vous sortez des gros machins, des grosses locomotives qui sont généralement un bout et un autre, au milieu, vous avez une complexité assez forte, ce qui fait que vous pouvez assez vite basculer. Alors effectivement, il faut un seul minimum, mais bon, là, il va faire le cinéma, on va faire les premiers 3 parcelles d'immeubles de logement. Assez vite, on peut changer l'ambiance, et même simplement en remettant en piste les pavillons qui sont pour le moment totalement dissimulés par des panneaux qui ne servent absolument à rien, parce que les gens ont un GPS et les publicités, c'est eux maintenant les prescripteurs de savoir il faut aller là ou là. Alors, si pour vous expliquer que c'est l'observatoire à 3, la 3e barrette pour aller chez Carrefour, tous les gens savent, on n'a pas besoin d'une inflation. Si ce n'est qu'il y a des gens qui trouvent leur compte, je pense. Il y a probablement aussi une question d'échelle. Parce qu'effectivement, faire une opération immobilière sur une départementale très passagère, 30 000 véhicules jour, etc., ça peut être un peu compliqué. Par contre, si c'est une vision d'ensemble sur 5 ou 10 ans, il y a une opération d'aménagement d'ensemble. Aujourd'hui, on a toujours été très frileux, que ce soit au niveau national ou local, sur faire des opérations vraiment d'aménagement sur du renouvellement. Il y a certes des opérations en rue, mais sur du renouvellement commercial, il y en a très peu. Il y en a une à Montpellier qui s'appelle Aude à la mer, il y en a une en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi pas? Après, il faut injecter beaucoup d'argent au départ, mais l'EPSIF, il est là pour ça, au départ, pour faire les portages. Il y a des très forts portages, mais au bout de 10 ans, il peut avoir des résultats significatifs, y compris en changeant globalement les aménités, parce que la départementale, qui est aujourd'hui un aspirateur à bagnole, pourrait devenir un boulevard urbain plus apaisé, avec peut-être des pistes cyclables le long, etc. Ça demande beaucoup d'investissement au départ, mais qui permet après sur le long terme. Donc peut-être le bon outil est une ZAC, ou je ne sais quoi, mais au départ, il faut que la puissance publique donne de l'argent, investisse dans un projet. Alors la puissance publique, elle délègue aussi l'aménagement de plus en plus. Strasbourg, Schiltigheim, qui est une zone commerciale assez stigmatisée. Il y a eu un appel d'offres et c'est frais, qui est devenu un ménageur de cet ensemble commercial qui va pouvoir apparaître dans des programmes de logement, etc. C'est vrai, c'est pas vrai. Effectivement, on voit des opérations faites par des privés. Par exemple, Eiffage va faire la restructuration du cycle central, etc. À côté de ça, il y a quand même beaucoup de moyennes qui ont été créées, beaucoup de ZAC qui ont été créés avec des opérateurs publics. À Marseille, par exemple, on refait des nouvelles tranches de Romed. Nous, à l'EPA, on a un territoire gigantesque de travail. Donc, oui, il y a des choses qui sont faites par le privé, mais la puissance publique garde quand même la main sur les projets. Donc, je pense que le public garde quand même cette vision. Heureusement. Oui, mais il est intéressant de voir qu'il y a quand même des modèles qui évoluent aussi de ce côté-là. Oui, non, on en parlera dans quelques années, mais oui, non. Il y a eu beaucoup d'opérations faites par des privés dans les années 90, puis quand tout s'est planté, tous les opérateurs privés sont partis. Donc le public garde son rôle à jouer sur les centres-villes, ou beaucoup dans votre cas qui est un espèce de mix entre le centre historique et je pense que là, l'État, il faut qu'ils disent, c'est une grande cause nationale, on va prendre des députés là, et puis on y va, on met y compris des territoires, on met des moyens importants au départ. Nous, sur le territoire Paris-Saclay, l'État il a mis des moyens exceptionnels au départ pour que la pompe s'amorce. Avec nous, c'est universitaire, c'est un autre sujet. Mais aussi, il faut le faire sur le centre-ville, c'est une grande cause nationale. Pour revenir au Grand Paris, en fait, quand on a travaillé avec le groupe Descartes, on avait inventé le nationalisme et national. Si vous regardez toutes les occasions, c'est ce qu'on va dire qui se passe sur le national 20, etc., on voit les choses. Et là, il y a un potentiel où il y a des grands ensembles qui ne sont pas loin. Il y a déjà des tas de choses le long du national de sortie. En 14, c'est absolument bon. Mais là, ça aurait dû être assez prioritaire, parce que là, c'était immédiatement, avec des gens qui sont déjà là, on a rempli la voie, on peut mettre du transport en commun dessus, etc. Or, ça se dispute entre communes, comités d'axe, machin, de ville, etc. On n'a pas vraiment. Alors, les choses se font un peu partout, avec des opérations, par exemple, ZAC par ZAC, de temps en temps. Mais là, il y a absolument. On cherche le foncier, quand vous coupez le million de mètres carrés, tout à l'heure, et le million de mètres carrés en mutation, tout près déjà des stations de métro, etc., sur des terrains qui sont sortis des radars. On peut pas tout le monde, je pense, sur des tas de choses, mais c'est un peu ancien. Parce qu'un grand projet, c'est un grand terrain près d'une gare. Mais c'est plus intéressant de réactiver
largement dépassé. Je vous remercie de votre attention. Je remercie donc nos trois intervenants, David Mangin, Jean-Noël Carpentier, Marc Dolguer. Et pour conclure, je dirais, ce n'est qu'un début.